L'entrepreneuriat, c'est du sport, animé par Eric Hader. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast L'entrepreneuriat, c'est du sport. Et aujourd'hui, je reçois Vincent Delourmel. Bonjour Vincent. Bonjour Eric. Alors Vincent, je vais te présenter en un seul mot. Tu es un mnémoniste ou un spécialiste des stratégies de mémorisation. Est-ce que c'est bien ça? Tout à fait, je suis un mnémoniste, quelqu'un qui D'accord. s'intéresse à l'art de la mémoire et aux stratégies de mémorisation. D'accord. Et tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, question habituelle pour commencer ce podcast. Vincent, quel sport aurais-tu aimé pratiquer à haut niveau? Écoute, le sport que je pratique d'avance, moi, depuis pas mal d'années, c'est le tennis. Et ça, c'est un sport vraiment que j'aurais aimé pratiquer à un certain niveau, à un haut niveau même. Je suis admiratif, moi, des grands champions, comme actuellement Federer, mais aussi d'anciens champions, comme Pete Sampras, comme Agassi, ce genre de choses. Et voilà, ça fait partie des choses que, dans une autre vie, peut-être, j'essaierai d'atteindre. D'accord. Et qu'est-ce qui t'attire spécifiquement dans le tennis, du coup? Écoute, il y a le jeu d'abord, parce que moi je suis quelqu'un de très joueur, et le sport, si tu veux, pour moi, le sport, par exemple, tout ce qui est course de fond, tout ce qui est marathon, ça m'ennuie. Ça m'ennuie parce que j'ai pas ce petit côté jeu, si tu veux. Moi, si tu veux me faire courir, c'est bien, après une petite baballe, c'est facile, tu vois. Mais courir après rien, c'est compliqué, si tu veux. Donc cette notion d'abord de jeu que j'aime beaucoup. Et puis ensuite, ce que j'aime bien aussi au tennis, c'est la stratégie, parce que c'est quand même très, très stratégique. C'est exigeant. J'aime cette persévérance qu'on a aussi au tennis, c'est de devoir parfois faire 5, 10, 15 coups avant de marquer un point. Et je trouve ça, voilà, je trouve ça fort. Puis j'aime bien aussi cette notion quelque part d'endurance, que j'aime pas dans le marathon, que j'aime pas forcément dans la course à pied, nativement, on va dire, mais que j'apprécie par contre sur un jeu comme le tennis, quoi. J'aime ça. Et du coup, toi, tu es entrepreneur depuis une vingtaine d'années à peu près, c'est ça? Ça fait 16 ans, en fait. Ouais. 16 ans, Ouais. donc j'étais pas loin. Est-ce que tu retrouves, toi, ces notions, cette notion de jeu, par exemple, ou de stratégie dans ton métier d'entrepreneur? Est-ce que tu vois des points communs entre le tennis et ton métier d'entrepreneur? Plus globalement, certainement entre le sport de compétition peut-être, parce que j'ai fait de la compétition en tennis, et le métier d'entrepreneur, de toute façon, parce qu'on a quand même des valeurs, enfin des valeurs, en tout cas des comportements qui sont importants. C'est la persévérance toujours. C'est la stratégie quand même d'avoir des buts, des objectifs. Il faut quand même savoir où est-ce qu'on va, c'est mieux. Et, c'est de toujours remettre, tu sais, c'est comment, enfin, de toujours refaire ou toujours être le plus perfectionniste. Alors, pas dans le mauvais sens du terme. C'est qu'on est toujours dans une recherche d'amélioration constante. Et d'ailleurs, ça nous est dicté quand même par les normes qu'on nous impose, hein. D'ailleurs, dans ce que dans ce que je fais moi, notamment quand je fais des conférences, ce genre de choses, de plus en plus, on nous demande d'avoir un certain niveau. Et on retrouve ça aussi dans le sport, quoi. Il faut toujours se perfectionner pour être le plus performant. Et puis cette notion, je pense aussi, qui est très importante, qu'on retrouve au tennis et dans le sport en général, j'imagine, c'est cette notion de prospective, d'avoir toujours des temps d'avance. Et ça, moi, c'est un truc qui m'a toujours guidé, c'est d'avoir un, deux, voire trois temps d'avance, donc d'être capable d'anticiper, de prévoir les choses, et pour éviter de se laisser surprendre, quoi. D'ailleurs, avant d'être un spécialiste de la mémoire, tu as eu une première vie où tu étais magicien. Et je crois que Ouais, c'est une des clés justement du magicien d'avoir ce temps d'avance qui permet de pallier un peu aux réactions du public qu'on n'aurait peut-être pas prévues. oui, Et tu l'expliques d'ailleurs dans certaines de tes conférences, non? c'est ça. Ouais, non, mais clairement, le temps d'avance, c'est un élément fondamental des magiciens. En fait, quand les gens perçoivent l'illusion, c'est trop tard. Le truc était plus tôt. Donc eux, les gens ont toujours un temps de retard, les magiciens ont toujours un temps d'avance sur les gens. Et on part sur le principe que le public n'est pas capable d'anticiper le tour, en fait, n'est pas capable d'anticiper l'illusion tant que celle-ci n'est pas produite. Donc, Donc ce qui fait qu'on est piégé. Et on voit bien que si on n'a pas de temps d'avance, on peut se retrouver piégé, quoi. donc là, tu parles bien sûr des bons magiciens. Parce que si moi, demain, je te fais un tour de magie, je risque plutôt d'avoir un temps de retard qu'un temps d'avance. C'est ce que j'ai remarqué. Euh, et donc, tu nous as parlé du tennis. Et est-ce que ton sportif ou ta sportive préférée vient aussi de ce sport, du tennis, ou est-ce que tu Ah en as ouais. un autre en tête?
Bah non, moi ça restera. Et je veux dire, j'étais longtemps un fan de Pete Sampras dans le tennis. Mhm. Dans les autres sports aussi, j'ai eu des. Mais c'est vrai que le tennis, moi, c'est quelque chose voilà, qui m'a embarqué. Pete Sampras, c'était quelqu'un que j'admirais parce que c'était quelqu'un qui était tout le temps, quand il était dos au mur, il te sortait toujours un ace au même endroit, dans le T, sur la ligne médiane. Dans le T, c'est ce qu'il faisait tout le temps. Et je trouvais ça complètement dingue. Et je pensais pas que quand Sampras serait parti en retraite, j'aurais pu avoir une autre idole dans ce monde du tennis. J'aimais bien aussi Agassi, mais pour d'autres choses. Et Federer, lui, pour moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup parce qu'il a un jeu tellement aérien, c'est tellement facile ce qu'il fait. Au niveau du jeu, c'est classe, quoi. Sampras n'était pas aussi beau à avoir joué, si tu veux. Alors que Federer, je trouve que c'est parfait, hein, c'est parfait partout, quoi. D'ailleurs, les bons magiciens, tu parles de Federer qui est un artiste, on a l'impression que c'est facile. Les bons magiciens, c'est un petit peu pareil. Quand on voit des spectacles de magie, tout a l'air facile. C'est clair, ouais. Bah Et oui, tu disais tout à l'heure que tu aimais bien Sampras, mais tu aimais bien aussi Agassi pour des choses un petit peu différentes. Et c'est vrai qu'ils étaient un peu comme la glace et le feu, hein. oui, Agassi a plutôt été assez exubérant tout au long de sa c'est ça. carrière, au moins au début. Ouais. Qu'est-ce que tu aimais vraiment en termes de caractéristiques ou de caractère chez l'un et chez l'autre? Alors Agassi est beaucoup plus joueur, en fait. Donc c'est quelqu'un voilà, qui va plus jouer, qui va plus être il est beaucoup plus fantasque, hein, comme tu disais. Et c'est sa personnalité que j'aimais bien chez Agassi, puis cette capacité d'avoir été capable de revenir, parce que c'est un gars qui était quand même descendu au fond du trou, qui avait pris beaucoup de poids, Mhm. et qui a, je crois, gagné des médailles d'or, je crois, olympiques. Exact. Et de là, il a rebondi comme ça de là. Il s'est dit, tiens, je vais redevenir numéro un mondial. Et finalement, c'est sur le tard, hein, c'est à partir de 28-29 ans qu'il a commencé à gagner ses plus grands trophées, en fait. C'est ça. C'est ça. Et moi, je me rappellerai toujours de cette finale à Roland-Garros, juste après Steffi Graf, qui, je sais plus si elle était déjà sa femme ou pas, je ne sais rien, je sais plus. Mais en tout cas, contre Andriy Medvedev à l'époque, deux André. Et Medvedev menait 2-7 à rien, et puis avantage dans le troisième set. Et Agassi, il était complètement éteint, tellement écrasé par l'enjeu, quoi. Ouais, et il Et gagne en puis, 5-7. il gagne en 5-7, et puis il te le retourne complètement, quoi. Et du coup, ce Roland Garros qui gagne fait qu'il a gagné les 4 tournois du Grand Chelem. Et c'est ce qui boucle la boucle un petit peu pour Agassi. Exactement, ce que Sampras Mm. n'a jamais fait, par exemple. Ce que Sampras n'a jamais fait, il n'a jamais gagné Roland Garros. Non, Mm. non. Même Et s'il là a où gagné, Federer, mm. comment? Même si Sampras a gagné au total plus de tournois de Grand Chelem qu'Agassi, Oui, il n'a pas les 4. oui. Et d'ailleurs, Sampras, c'était quelqu'un qu'on pensait ne jamais pouvoir gagner, hein, 14 tournois du Grand Chelem quand même. Et Federer en est à 20 maintenant, Nadal aussi, Djokovic, à mon avis, il va y arriver aussi. Il a 17 pour l'instant, oui. 17 pour l'instant, donc tu vois, ça quand même. Comme quoi les records sont faits pour être battus. Exactement. Depuis le début, tu parles beaucoup du jeu. Euh, Ça fait 16 ans que tu es entrepreneur. Est-ce que En fait, ça fait dans 17 ans finalement, je me rends compte que ça fait 17 ans. Je compte dans ma tête. eh ben, 17 ans, un an de plus. Est-ce que tu arrives toujours autant à jouer dans ton quotidien d'entrepreneur, Bah puisque ça a oui, l'air d'être quelque chose qui te passionne? bah, c'est d'avoir toujours des projets qui te permettent d'avoir ça en fait, d'avoir du jeu. Donc dès que tu commences à t'encrouter ou à tomber dans une routine, en général, pour moi, ça c'est pas bon quoi. Et, Donc se challenger, trouver des nouveaux projets ou en lien avec des projets. Donc ça c'est ouais, c'est quelque chose moi qui me guide. et du coup, depuis le début de ta carrière d'entrepreneur, il y a 17 ans, donc, tu arrives à compter le nombre de projets que tu as fait ou le nombre de fois où tu es parti d'un côté et de l'autre pour continuer à jouer, en fait, à te nourrir? Alors écoute, pendant un certain temps, mon grand jeu c'était de faire des bouquins. Donc j'en ai écrit quelques-uns quand même. Mhm. Ensuite, bah, là, j'ai ce projet sur l'encyclopédie. Je m'amuse à créer des fiches encyclopédiques pour un gros projet qui s'appelle le MémoCamp. D'accord. Donc, Voilà, des tactiques et des stratégies de mémorisation, c'est ça? En voilà. partant d'une encyclopédie? Et puis je suis parti sur un projet quand même, ouais, quand même assez ambitieux, c'est de créer des fiches de culture générale sur tous les thèmes, Mhm. donc avec infographie et tout. Donc ça, c'est marrant. Voilà. Là, je suis en train justement de créer le jeu qui va derrière tout ça, parce que pour l'instant, c'était juste un format fiche culture générale, mais là, ça va être un jeu. Et puis les autres projets, écoute. Entre les sites web, les événements qu'on a pu créer, les conférences, les formations, toutes ces choses-là, honnêtement, oui, c'est vrai que ça fait. Je sais plus combien de projets, je sais pas en fait. Du coup, si on revient par rapport au tennis, bah forcément, pratiquement à chaque match, tu changes d'adversaire.
Tu Ah oui. parlais du jeu, des stratégies différentes. Toi, c'est aussi ça qui te nourrit, le fait d'avoir des projets différents et donc peut-être des stratégies différentes à mettre en place. Et c'est ça qui te permet de durer depuis 17 ans? Alors, en tout cas, de pas se lasser, ouais, d'avoir des challenges quand même, ça c'est important. Mhm. Après, les stratégies finalement restent un peu les mêmes quand même, parce que quand tu as compris comment piloter un projet, bah, c'est toujours un peu la même chose, quoi. Mais c'est surtout le contexte qui change. Enfin, c'est pas tellement la stratégie qui change, je trouve, c'est plutôt le contexte. Les gens, les résultats, voilà. Ah, Mais après, c'est un peu toujours la même chose, quoi. mm. Alors moi, j'ai tendance à dire que même si on est entrepreneur, on travaille quand même en équipe, hein, ne serait-ce qu'avec nos clients, nos fournisseurs, nos partenaires. Aujourd'hui, donc, tu manages des projets. Est-ce que toi, dans le monde du sport, tu as en tête l'idéal d'un entraîneur qui représenterait pour toi un manager quelque part parfait ou qui s'en rapproche en entreprise? Là, j'ai tout de suite pensé à des gens comme Didier Deschamps, toi. C'est peut-être un peu basique, bateau. Mhm, Mais c'est quand même un gars qui, je trouve, il a pris la suite quand même. Bon, d'abord, il y avait Aimé Jacquet à l'époque qui avait amené l'équipe de France en finale, mais entre les deux, je trouve que c'était un petit peu chaotique. mhm. Et c'est un gars, je trouve, qui a quand même su manager des gens pas faciles, des gens pas faciles. D'ailleurs, il a su s'en écarter, hein. Il a su faire des choses et des choix pas simples. Comment, ouais, moi je pense à des mecs comme Didier Deschamps, ça me fait penser pour moi qui, à mon avis, seraient bons dans le management d'entreprise, quoi. Et pour toi, c'est quoi une des clés principales du management en entreprise par rapport à une équipe que tu peux manager? Alors, moi, je pense que, alors, il y a une part de fermeté quand même, je pense. Moi, j'ai très mauvais manager. Par exemple, j'ai eu un salarié, ça s'est pas bien passé. On m'a souvent dit comme ça, le problème, Vincent, c'est que tu cherchais quelqu'un de, tu cherchais quelqu'un de professionnel, tu as trouvé un bon copain. Et c'est vrai que je fais trop copain-copain, quoi, avec des D'accord. collaborateurs dans ces cas-là. Et je pense qu'il faut un minimum de fermeté. Alors, je distingue le management tel qu'on peut le vivre en tant qu'entrepreneur avec des sous-traitants. Mhm. Pour moi, c'est quand même très différent parce que quand tu es sous-traitant, quand tu as quelqu'un qui est sous-traitant, tu as quand même une dimension, si tu veux, tu pas lié, quoi. Tu pas marié. D'accord. Donc, Oui, tu peux changer. bah, c'est ça. Si le sous-traitant marche pas bien, à la limite, tu changes, quoi. Mhm. Mais quand tu es un salarié, par contre, là, tu es quand même beaucoup plus lié. Donc là, je pense qu'il faut quand même un minimum de fermeté. Il faut certainement avoir une certaine clarté, il faut être vraiment très clair par rapport à ce que tu demandes à la personne. Il faut montrer l'exemple, ça c'est sûr. Il faut vraiment montrer l'exemple. Il faut aussi, je pense, être exigeant, mais comment dire, il faut laisser l'impression que l'autre est lui-même à l'origine de l'exigence, tu vois. Mhm. C'est, voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup d'ego finalement à traiter, je trouve, dans le management. Et je pense que l'attitude d'être un chef et un petit chef par rapport à des subalternes, je pense que ça marche pas très bien, ou alors ça marche, mais je Alors pense après, pas. la nouvelle génération est également un petit peu plus demandante de reconnaissance, de choses comme ça. C'est ça. Et c'est vrai que l'attitude du petit chef ne fonctionne pas avec. Alors j'englobe un peu tout le monde, mais globalement, ça ne marche pas avec cette nouvelle génération. Donc c'est vrai qu'il y a des besoins de responsabilisation, de reconnaissance du travail accompli, etc. Ce que ne demandaient pas forcément les Tu vois, générations alors du précédentes. coup, ça j'entends bien ce que tu dis, parce que moi j'ai eu donc encore une fois un salarié, un jeune, hein, justement, où on a peut pas tout testé, hein, c'est-à-dire télétravail, reconnaissance, machin, etc. Et moi, ce qui me manquait clairement, c'était de la fermeté, quoi. D'accord. Je pense que le reste, c'était pas trop mal, mais l'autre, bah, comme j'étais pas assez ferme et comme j'étais peut-être pas assez manager au final, à ce moment-là, enfin, tel que je conçois, bon, bah, tu donnes une partie et puis tu sais, quand tu donnes une main, il prend le bras, quoi. D'accord. Et ça, ouais, je pense que là-dessus, j'ai pas été bon, quoi. Oui, ben, c'est clair que le manager a aussi des objectifs, des points à vérifier, et quelque part, c'est pas toujours la chose la plus facile. Mais c'est vrai que ce côté fermeté peut amener des problèmes, justement, comme tu dis, tu lui donnes la main, il prend le bras, et ça paraît Et puis, pas normal. faire trop vite, parce que la nouvelle génération, c'est aussi beaucoup de tutoiement, machin, etc. Il y a moins de distance. Et moi, c'est pareil, j'avais pas mis de distance, en fait, avec ce salarié. Mhm. Du coup, tu mélanges un peu tout, quoi. Il faut pas tout, je pense qu'il faut pas tout mélanger, quoi. Faut que D'accord. chacun reste à sa place. À mon avis, enfin, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Si j'avais à refaire, je ferais comme ça. Et du coup, dernière question par rapport au sport et au lien qu'on peut faire avec l'entreprise. Toi, aujourd'hui, dans ton quotidien, quelle qualité propre aux champions aimerais-tu avoir et qui pourrait justement t'aider dans ton quotidien d'entrepreneur? Quelle qualité propre au champion, je crois que c'est
cette question qui n'est pas tout à fait simple, parce qu'il y a beaucoup de choses finalement. On parle bien de trucs plutôt mentaux, hein, pas physiques. Hein. Oui, 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 on va pas aller sur le côté physique, donc plutôt oui, ça peut être d'organisation, ça peut être, je sais pas, d'arriver à visualiser les objectifs. On parle beaucoup de visualisation des sportifs quand on les voit se préparer à une performance. Moi, je pense que c'est leur niveau de préparation qui est juste énorme, quoi. Mmh. Niveau d'exigence de préparation pour un instant, quoi. Ça, c'est quelque chose quand même qui est pas simple, c'est d'être capable de se focaliser sur un entraînement longtemps. Toi qui as fait du bobsleigh, finalement, une descente, c'est quoi? C'est 1 minute C'est 1 minute à peu près, oui. pour, je sais pas combien de temps de boulot, quoi. Et Oui, donc, oui. ça, c'est fort quand même. C'est fort de garder cette motivation et d'aller au bout et de ne pas abandonner jusqu'à ce moment-là où tu vas être jugé en très peu de temps, quoi. Tu Et- parles, par exemple, si on reprend l'exemple de mon sport qui était le bobsleigh, c'est vrai que nous, on a un gros focus tous les 4 ans sur les Jeux Olympiques, hein. En dehors de ça, le bobsleigh n'existe pratiquement pas médiatiquement parlant. Tu parles de se dire, bah voilà, on sait que dans 4 ans, on a 4 manches d'1 minute à faire pour être champion olympique. Et pendant 4 ans, pratiquement, on s'entraîne pour ça. Et c'est comment, C'est c'est chaud, ça, hein. d'arriver à tenir sur la durée, c'est ça? C'est ça, comment tu gardes la motivation. Moi, je suis un peu impatient quand même. Donc, je sais pas si j'aurai cette patience de m'entraîner pendant 3 ans, 4 ans, dans l'hypothèse d'aller en championnat de je ne sais quoi. Et c'est peut-être pour ça que j'aime bien le tennis d'ailleurs, parce que le tennis, la récompense est assez immédiate. Par rapport au marathon, il faut courir 40 km. Et je dis, ça paraît trop loin. Alors après, si on compare le bobsleigh au tennis, la récompense est immédiate si tu fais un match et puis que tu t'amuses. Maintenant, si demain ton but au tennis, c'est de gagner Roland-Garros, Ouais, ouais, on- mais toi, il y a des étapes que je vois pas trop si. Enfin, pas tout le temps. Oui, bien sûr, évidemment. on- Si je veux gagner Roland-Garros, on est d'accord, il va falloir que je m'entraîne. Et euh, ça demande quand même beaucoup d'investissement, de temps et d'énergie et d'efforts je pense, de beaucoup de sacrifices quand même, quoi, à ce moment-là, pour atteindre ce genre d'objectif de champion, quoi. bah, Et puis, oui. et puis peut-être cette crainte, parce que quand tu as atteint un niveau très élevé comme ça, comment tu fais pour continuer, quoi? Un mec comme Federer, tu te dis, mais qu'est-ce qui me motive Bah, qu'est-ce qui me motive, quoi? ouais, ou un Martin Fourcade qui a gagné Ou pendant un 10 Martin ans, Fourcade, 15 ans. exactement. Qu'est-ce qui fait que le lendemain, il n'est pas comblé et il se relève avec la même envie, la même intensité et qui continue? Ça, c'est vrai que Yes, ouais. c'est quelque chose Et, d'intéressant, quoi. et même encore pire, c'est les gens qui ont mis tout ce temps et qui reviennent bredouilles, quoi. Comment ils font pour se relever, quoi? Mm. Et Bah, ça aussi, c'est des grandes alors, leçons. il y a les deux. Il y a je me relève après un gros échec, mais il y a aussi je me relève après un succès où, quand tu as atteint tous tes objectifs dans la vie, Mm. arriver à t'en donner d'autres, parce que c'est vrai que j'ai eu la chance de vivre des moments forts en sport et c'est vrai que c'est un univers exceptionnel. Et demain, tu te dis, bah, j'arrête le sport de haut niveau, que va être ma vie? Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ont des problèmes identitaires, justement, de se dire, je ne suis pas quelqu'un, je suis un sportif de haut niveau et j'arrête ma carrière de sportif de haut niveau, je suis plus rien, quoi. C'est chaud, ça. Et ça, c'est pas forcément évident. Ah non, j'imagine que c'est pas évident, ouais. Et je te dis, quelqu'un qui en plus s'est entraîné pendant des années pour revenir bredouille, comment est-ce qu'il retrouve la motivation, sachant qu'il imagine que si les grands rendez-vous, c'est tous les 4 ans, par exemple, Mhm. comment tu retrouves la motivation pour dire, il faut que j'attende encore 4 ans, que je retravaille pour peut-être, encore une fois, me planter, quoi. C'est ça, c'est quelque part aussi ce qui fait la beauté du sport. Bah oui, mais tu vois, dans l'entreprise, c'est peut-être pas aussi Marqué? exigeant que ça, quoi. C'est pas Mm. aussi exigeant parce que tu peux très vite tester la réussite ou pas d'un projet. Tout à fait, oui. Tu Mm. vois, t'as pas besoin de te préparer 4 ans pour lancer un projet en général. C'est pas aussi le Alors temps. oui, alors moi, j'ai jamais eu à me préparer 4 ans dans mon entreprise en tant qu'entrepreneur pour préparer un projet. Après, je pense qu'il y en a, quand on lance des voitures, quand on lance des gros projets comme ça, je pense que ça peut facilement aller sur ces temporalités-là, quoi. Mais Ouais, c'est vrai. Après, ouais, carrément. Dans le monde industriel, peut-être. Et moi, c'est un monde que je connais pas. bien, et donc, avant de conclure, est-ce que tu aurais, toi, un conseil à donner à des jeunes ou des entrepreneurs, je dis des jeunes, mais pas forcément, des personnes qui ont envie de se lancer? Parce que l'entrepreneuriat, à la base, vient souvent d'une idée qu'on a en tête et on a forcément une bonne idée qui va fonctionner. Est-ce que Ouais. toi, avec tes années d'expérience, tu aurais un conseil à Alors, ouais. donner? Moi, le gros conseil que je donnerais, et ce que je trouve que c'est un vrai problème maintenant, c'est de prendre le projet vraiment au sérieux Mhm. et d'y aller avec un comment dire, avec un vrai comportement d'entrepreneur. J'entends par là qu'aujourd'hui, on voit arriver des tas de personnes
qui veulent se lancer sans prendre de risques. On a aujourd'hui une démission des créateurs, je trouve, hein, une démission vraiment des créateurs, en tout cas par rapport au risque. Je ne dis pas tous, hein, attention, hein, mais moi j'en vois beaucoup. Moi, quand j'ai lancé mon entreprise, c'était donc bien avant les micro-entreprises, bien avant les auto-entreprises, je ne sais quoi. Il n'y avait pas 36 solutions, quoi. Il fallait que tu passes par des voies où, d'abord, tu étais forcément sur un projet où tu allais emprunter de l'argent. Et ça, pour moi, ça c'est important, hein. Quelqu'un qui vient, moi, avec un projet et qui pense y arriver sans prendre de risques, sans investissement, etc., ou avec ses économies, pour moi, c'est déjà mort, parce que ça veut dire que l'engagement n'est pas forcément bon. Donc moi, j'ai connu cette époque où voilà, on faisait un petit étude de marché, on faisait un business plan. prévisionnel, business plan, ce genre de choses. Et puis avec ça, on allait voir un comptable ou une boutique de gestion ou un banquier, je ne sais quoi, qui déjà commençait par donner leur avis, si tu veux. Mmh. Et puis ça permettait comme ça d'évaluer le projet. Et surtout quand tu partais, moi j'ai pas emprunté grand-chose, j'ai dû emprunter entre 15 et 20 000 euros, je crois, c'est ce qui n'est pas grand-chose. Mais malgré tout, quand tu commences et que tu n'as pas l'habitude de manipuler ce genre de somme, bah, ça t'engage, quoi. Et voilà, je trouve que le gros conseil, c'est quand vous voulez monter une boîte, allez-y avec un vrai engagement, quoi. Oui, et c'est vrai qu'à l'époque, bah, comme tu le dis, tu n'avais pas les micro-entreprises. Tu avais Non, une SARL, ça voulait dire des statuts, ça voulait dire un capital ouais, avec un minimum. Aujourd'hui, c'est vrai qu'une micro-entreprise, j'ai envie d'en créer une ce soir, je la crée, j'ai 1 euro et puis elle est faite et ce soir, je suis entrepreneur, quoi. exactement. Sauf que tu es entrepreneur juste sur le papier, quoi, souvent. C'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que peut-être le fait d'avoir toutes ces démarches à faire faisait que tu allais plus au fond de ton idée, de ton projet, et du coup, tu pouvais voir les manques et te dire est-ce que c'est vraiment bien ou pas? Ah bah c'est clair, je me bats en ce moment avec parce que nous, on accueille des entrepreneurs sur notamment la plateforme Zeroni que tu connais. Et comment et le gros problème, il vient là, nous, souvent. C'est en face, on a des gens qui ne sont pas entrepreneurs dans l'âme, quoi. Ils ont une micro-entreprise, mais voilà, c'est Bon. compliqué. Eh bien, écoute, à voir si ces entrepreneurs arriveront à durer au moins aussi longtemps que toi avec tes 17 années. Et puis, écoute, Vincent, je te remercie de cet échange. Ben, merci à toi, Eric, le Et, champion. et puis, à tous les auditeurs, je vous dis à très bientôt pour un autre épisode de l'entrepreneuriat, c'est du sport. Bonne fin de journée. Merci, à bientôt.